Alain Bombard, vous avez été souvent, très souvent, même je devrais dire, le messager de la dernière chance. Vous avez prévenu, vous avez crié très haut, parfois d'ailleurs vous avez prévenu, mais hélas trop tôt. Alors je me demande si aujourd'hui vous prophétisiez encore la fin du monde. Non, je crois justement... Les choses ont changé alors. Oui, mais je pense que crier trop tôt, en effet c'est dangereux, oui. Parce que les gens n'aiment pas qu'on ait raison trop tôt, et là je me donne un petit coup de pied dans les chevilles. Souvenez-vous de Tazieff avec la soufrière et avec l'Etna. Mais je pense que finalement ça paye. Et vous voyez, quand vous me dites que j'ai crié fort, je pense que j'étais pessimiste à l'époque, mais qu'il y avait des raisons. En sens que on ne voyait nulle part s'amorcer des solutions. Et que maintenant, au contraire, d'abord, il y a une sensibilisation fantastique du public. Le mot écologiste est même presque devenu une caricature. Oui, il vaudrait mieux d'ailleurs employer le mot écologie. Oui, je pense. Le mot écologiste ayant pris une signification politique, alors que c'est une signification scientifique. Mais l'écologie a pris place dans la préoccupation des gens, et rien que cela, c'est une preuve. Sur un sujet concernant leur environnement, on réunissait, il y a 10 ans, 50 personnes. Maintenant, dans une ville comme Grenoble, par exemple, on réunit 2 fois 1500 personnes. Vous n'aviez jamais été volontaire pour le grand naufrage, vous qui avez été vraiment le navigateur naufragé, un naufragé volontaire. Oui, mais je pensais arriver vivant après mon naufrage, comme je pense... Vraiment ? Ah oui, toujours. C'était un peu fou votre aventure en 1952, traverser l'Atlantique sur un bombard, puisque maintenant d'un nom propre, on a fait un nom commun, c'est beau, non? Oui, comme les boîtes à ordures collectives, les poubelles, ou les chaussures militaires, les godillots, mais je pense que c'est un titre de gloire, sûrement. On disait le titisme tout à l'heure, et là maintenant on appelle ça des bombards. Non, je pense que c'était très risqué. Mais vous savez, un naufrage, c'est très risqué. J'en discutais il n'y a pas très longtemps à propos du naufrage de Glicksmann. Glicksmann qui a fait naufrage, vous savez, avec son catamaran, et qui est tombé dans un bombard, entre guillemets. Et ils étaient 5, et 9 jours après, on a retrouvé 5 hommes vivants, trempés, ayant eu froid, trouvant que c'était inconfortable, qui ont protesté contre l'inconfort, mais ils étaient vivants. Alors je pense que dans tout naufrage, il reste une part de risque, et cette part de risque, je l'ai assumée. Il est hors de doute que je courais un risque. Mais alors Quel était le pourcentage, pour vous, dans votre tête ? Oh, je pense qu'il y avait je pense encore maintenant, j'avais 30% de chance de mourir et 70% de réussir. Aucune chance entre les deux. C'était la vie ou la mort, c'est donc ça. Un peu suicidaire quand même. Non, 30% de chance de survivre. Dites donc, quand vous prenez la route un 1er mai pour un grand week-end, vous vous en rapprochez, les 30% de chance. C'était pas celui-là. C'était très dangereux, sûrement c'était très dangereux. Mais je pense que quand Herzog est monté sur l'Annapurna, c'était très dangereux aussi. Non, je pense simplement que j'assumais un risque, et que ce risque, et au fond, quand on va parler de la civilisation tout à l'heure, c'est ça. Il est faux de dire que ce que font les hommes ne leur fait pas courir de risque. Tout le problème, c'est de savoir si ce risque vaut la peine d'être couru. Et je le pense. Tout de même, quand j'ai fait cette expérience en 52, ça fait maintenant 28 ans, ça fera 28 ans au mois de mai, maintenant, 28 ans, le 25 mai, on sauvait un homme sur 1000. L'année dernière, on estime qu'on a sauvé 98 sur 100. Ça valait la peine. Mais c'est vrai qu'il y a un fossé terrible entre le voir et le savoir, parce que vous êtes parti sur l'Atlantique, vous ne saviez pas ce qu'était cette grande mer, simplement vous la connaissiez un tout petit peu, mais si vous aviez par exemple fait le parcours sur un grand bateau, je me demande si vous seriez parti comme vous l'avez fait. Eh bien, honnêtement, je me suis posé la question. Je savais que l'Atlantique représentait 3200 milles à parcourir, je le savais. Mais l'année suivante, après ma traversée, je suis retourné aux Antilles à bord du paquebot Antilles. Eh bien, très honnêtement, vous savez d'ailleurs que j'ai pris une revanche en face de la mer. Quand la route de l'Antille a coupé la route que j'avais suivie l'année précédente, je me suis installé sur le pont, sur une chaise longue, et je me suis fait faire des crêpes Suzette face à la mer. Mais je me suis demandé, en voyant ce paquebot qui faisait 25 nœuds et qui mettait 12 jours pour traverser, je me suis demandé si, l'ayant traversé auparavant, j'aurais osé le faire. Et honnêtement, je peux répondre ni par oui ni par non, on ne refait pas l'histoire. Mais enfin, entre voir et savoir, il y a un monde de différence. Vous avez mis 113 jours, et c'est intéressant, je crois, d'en reparler, parce que cela, c'était il y a maintenant, 28 ans? Ça fera 28 ans le 25 mai. 28 ans, et des gens qui naissaient à cette époque, enfin des hommes et des femmes qui naissaient à cette époque, ont aujourd'hui 28 ans, et ne
serez censé ne pas connaître votre aventure. Or, votre aventure est devenue un phénomène mondial et vous devez quand même en être un tout petit peu fier, même si vous avez été, il faut bien le dire, certaines fois très attaqué, si vous en avez souffert. J'ai été critiqué, j'ai été attaqué, j'en ai souffert beaucoup. Je suis insensible, j'en ai souffert beaucoup. Alors vous savez que la grande récompense, ça a été pour moi, environ 10 ans après ma traversée, les premières grandes lettres de rescapés. Et ça, maintenant, j'en ai un peu plus de 30 000. Du monde entier, pas forcément des naufragés. J'ai des gens qui m'ont écrit que s'étant trouvé très solitaire dans un sanatorium. Vous voyez, c'était peu ou prou mon cas. Mais j'ai vraiment eu du monde entier des témoignages de gens qui ont survécu. Et alors maintenant, tout ce qu'on peut arriver à dire sur mon expérience, le côté un peu spectaculaire qu'on m'a beaucoup reproché, et il fallait que ce soit spectaculaire pour que finalement c'est l'impact que je voulais. Mais enfin, vous vouliez être glorieux, vous vouliez être célèbre ou simplement parce qu'il fallait que l'aventure... J'ai des amis d'enfance qui, soyons honnêtes avec soi-même, j'ai des amis d'enfance qui me disaient que toute mon enfance j'ai voulu être glorieux. Alors je suis bien obligé d'admettre que mes amis d'enfance avaient raison. Le grand problème, c'est, je crois, de ne pas se prendre trop au sérieux. Alors vous voyez, ça c'est le grand problème quand les gens commencent à vous connaître, se prendre au sérieux ou pas. J'ai eu de la chance. La première fois que j'ai descendu l'avenue des Champs-Élysées après mon retour, après ma traversée, j'étais avec Jean Danet, le comédien, vous savez, les très tôt de France, et j'ai eu l'impression du haut en bas que les gens m'en connaissaient. Je dois dire que Danet avait l'impression que c'était lui qu'on reconnaissait. Nous avions tous les deux cette prétention. Et puis je suis arrivé au rond-point des Champs-Élysées, et là un chauffeur de taxi m'a dit « Alors ça va Brassens ?» Et je crois que ça a mis les choses à leur place, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je pense que le jour où on cesse de pouvoir rire de soi-même, je crois qu'on est perdu. Alors, je pense simplement que vraiment, cette publicité qui a été faite autour du travail que j'avais fait en 52 a été nécessaire pour obliger les organisations internationales à modifier complètement le sauvetage maritime. Et actuellement, c'est fait. Maintenant, le radeau pneumatique s'est imposé dans toutes les marines du monde. Maintenant, la Convention de Londres a prévu de la place pour tout le monde. On peut dire que maintenant, la survie est devenue la règle. Et vous voyez, ça, je crois que c'est la grande récompense. Mais Alain Bombard, vous avez quand même étonné tous vos amis, parce que ceux qui vous connaissent bien vous savent et combien bavard. Et là, pendant 113 jours, vous avez été solitaire, donc silencieux. On se parle de quelle manière, alors, à soi-même? Vous savez, c'est très difficile à dire, parce que est-ce que je me suis parlé, est-ce que je me suis pas parlé? Quand j'ai rencontré un bateau après 53 jours, je me souviens avoir exprimé à haute voix un bateau, je l'ai dit, ça je m'en souviens. Mais quand on est seul, la pensée consciente devient tellement puissante qu'on ne sait plus ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé. Or, on pense toujours en termes de paroles. C'est pour ça que c'est très difficile de décrire une situation comme la solitude, parce que la parole est faite pour échanger des situations qui sont des situations sociales. Or, décrire la solitude, c'est impossible. C'est la cause, à mon avis, de l'échec de Georges Decaune dans sa solitude. Il a cru que c'était un sujet d'émission de radio. Et c'est pas vrai. La solitude, c'est absolument incommunicable. Alors, en fait, j'étais bavard, puis j'étais gourmand. J'étais doublement héroïque, justement. Non, j'y croyais profondément, et au fond, j'ai fait rien de plus que ce qu'un médecin fait lorsqu'il va soigner une épidémie dangereuse en risquant d'y laisser sa peau. Ce qui a été admirable, c'est ma femme, parce que on lui a souvent dit « mais tu le laisses partir ». Elle a eu cette réponse admirable, elle a répondu « mais puisqu'il doit le faire ». Et ça, c'est la réponse d'une femme de médecin, et on les remercie souvent pas, les femmes de médecins. Mais vous êtes encore médecin? Je suis biologiste. Je dis médecin. Je ne pratique absolument pas. J'ai pratiqué la médecine, je pense que je l'ai pratiqué bien d'ailleurs. Quand j'étais interne et que j'ai remplacé mon patron, j'avais assez le contact avec le malade, mais maintenant je suis vraiment biologiste. Il m'arrive sur l'île des Ambiers de devoir traiter des urgences. Par exemple, un type qui croit avoir été piqué par un scorpion alors qu'il s'agit d'un chardon, ou bien tout de même une hernie étranglée, ça peut arriver, mais enfin, je ne suis pas médecin. Vous êtes d'une certaine manière le pape des ambiguïtés. Vous avez couru la mer, vous êtes aujourd'hui installé aux Ambiers, et vous êtes parisien, et on pourrait penser que vous avez été inventé pour l'aventure. Alors, qu'êtes-vous le plus? Vous savez, je ne sais pas, je crois qu'en fait j'ai eu énormément de chance dans ma vie. Non pas au cours de ma traversée, mais j'ai d'abord eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire. J'étais petit-fils d'un professeur à la Sorbonne, j'ai vécu au milieu des gens les plus intelligents qu'on puisse rencontrer. Celui qui m'a appris à faire de la voile, c'était Frédéric Joliot-Curie. Un été, mes devoirs de vacances de mathématiques ont été faits par un petit vieux crasseux. Je vous dis tout de suite que ça se passait en 38 et que le petit vieux crasseux devait avoir l'âge que j'ai maintenant, qui s'appelait Albert Einstein. J'ai connu Jean
Jean Perrin. Je crois que j'ai été élève de Stravinsky. Je crois que j'ai connu parmi les gens les plus intelligents. Et je crois que cette enfance-là m'a mené à avoir une chance de vie assez extraordinaire. Alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mes rencontres. Et je crois que ma rencontre avec les naufragés, telle que je l'ai eue à Boulogne, a été une des chances de ma vie. Le problème, c'est que vous avez des gens qui ont des chances et puis qui ne les saisissent pas. Et moi, je crois que j'ai saisi mes chances. Alors, on parlait tout à l'heure justement du Nil. Est-il possible aujourd'hui de tenter encore la grande aventure ? Peut-il y avoir comme en 1705, ce fameux marin écossais, d'ailleurs, dont on s'est beaucoup inspiré, et particulièrement un certain monsieur pour faire Robinson Crusoe. Alexander Selkirk. Ah ouais. Écoutez, la question a été posée un soir où on a vu un film admirable qui avait été tourné par Philippe Cousteau, qui hélas vient de mourir, vous le savez, à Lisbonne. Et il y avait là Tazieff, Paul-Émile Victor et Cousteau, et un de ceux qui écoutaient, c'était un dossier de l'écran, et un de ceux qui écoutaient a posé la question, mais avons-nous des chances de vivre des vies aussi merveilleuses que les vôtres? Et tous les trois, aussi bien Tazieff que Cousteau et Paul-Émile Victor, ont répondu oui, et je crains hélas que ce soit en fait très rare. Et quand vous me disiez tout à l'heure, vous avez fait ça au fond il y a une trentaine d'années, et les gens s'en souviennent, peut-être sommes-nous, Tazieff, Cousteau, Paul-Émile Victor, moi-même, sommes-nous peut-être les derniers à avoir eu la chance de pouvoir vivre ces vies tout à fait hors du commun. Et je pense qu'actuellement, malheureusement, on est très vite récupéré par un journal, récupéré par un sponsor, récupéré. Je crois qu'en réalité, nous avons eu en effet la chance d'être peut-être les derniers aventuriers, à moins qu'un jour, il y ait un homme avec une imagination extraordinaire qui invente une nouvelle aventure. Oui, Alain Bombard, sans doute êtes-vous les derniers aventuriers à avoir mené cette aventure, les derniers aventuriers connus. Moi, je suis persuadé qu'il y a partout dans le monde des hommes et des femmes qui mènent d'autres aventures, mais qui peut-être, et là c'est regrettable sans doute pour la science, qui les mènent peut-être moins loin sur le plan de la, je ne dirais pas la publicité, c'est un très mauvais mot, de la notoriété, si vous voulez. Oui, mais je pense comme vous. L'autre jour, le jeune handicapé que vous interviewez en est un exemple, et je pense à notre ami Claude Manseron. Je pense qu'il y a des exemples quotidiens d'aventures. Et puis, alors, je pense qu'il y a des aventures personnelles, extraordinaires. Vous savez, au cours des émissions de radio où j'ai raconté les aventures de grands marins, j'ai découvert des personnages très peu connus. Je pense à Madame Godon des Odonnais, par exemple, dont je raconterai peut-être un jour l'histoire. Ce sont des personnages qui ne sont pas connus dans la grande histoire, mais qui sont des personnages qui ont vécu des vies absolument stupéfiantes. Et je pense qu'actuellement, il doit y avoir quelque part, que ce soit en Papouasie ou peut-être en France, des gens qui doivent mener une vie de recherche ou de curiosité ou de collectionneur qui un jour passionneront quelqu'un. Un Charles Cros n'est pas du tout exclu de notre vie actuelle. Alors 1952 c'est la traversée de l'Atlantique, 1980 c'est aujourd'hui, et vous êtes encore un exercice, je dirais presque encore Don Quichotte se battant contre les moulins à vent, mais 28 ans c'est aussi plus qu'une génération. Et je me demande si vous pourriez tenter de pareils paris, si vous pourriez être aussi fou, si vous pourriez vous installer à votre tour sur une île déserte. Oh oui, ça je pense. Si vraiment. Ça je pense. Alors là, vous savez, il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est, ma femme doit écouter en ce moment, elle va pas être très contente, mais c'est que la solitude est un dangereux poison, un dangereux poison auquel on s'habitue et qu'on aime. Et il est certain que j'ai appris à être seul. Je n'étais pas du tout solitaire. Vous savez que quand mes amis de faculté ont vu qu'il y avait un Bombard sur la mer, ils se sont dit c'est sûrement pas celui qu'on connaît parce qu'il n'est pas solitaire, mais on apprend à être seul. Et déjà, je vis dans une île. On n'y est pas solitaire, mais déjà, il y a des difficultés de correspondance avec la terre. Mais je sens que je pourrais être solitaire. Alors, recommencer ce que j'ai fait il y a 20 ans, non. D'ailleurs, ce serait un suicide et ce serait bien fait, car ça serait fait pour faire parler de moi. Mais je peux vous garantir que si je fais naufrage, j'en reviendrai vivant. Mais il faut s'entendre également sur le mot solitude, car cette solitude, vous, Alain Bombard, vous l'auriez choisie, tandis qu'il y a des solitudes qui sont imposées. Oui, attention, je crois tout de même avoir été solitaire dans la mesure où je ne pouvais plus en sortir. Le grand problème, choisir la solitude, c'est très joli, mais il faut y rester. Si vous voulez, j'ai des gens qui m'ont dit, moi j'adore m'enfermer puis rester 15 jours dans ma chambre. Mais si vous avez un bouton de porte, même si vous n'en servez pas, ou un téléphone, même si vous n'en servez pas, c'est une potentialité que vous avez de vous en sortir. Là, moi, sur mon truc, il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, disons qu'au début, j'ai peut-être pensé à l'isolement, mais j'ai vraiment été un solitaire. Et vous voyez, le garçon que j'admire peut-être le plus au monde, c'est Michel Siffre. Parce que Michel Siffre, lui, avait la radio. Il pouvait appeler au secours dans son gouffre et il l'a pas fait. Et je crois que ça, c'est véritablement une preuve de courage absolument extraordinaire. Moi, je pouvais pas m'en sortir. J'arrivais vivant ou j'arrivais mort, mais je pouvais pas appeler au secours.
Ce que je peux dire simplement, c'est que je vous dis, si je fais naufrage, je crois que j'ai 98% de chances de m'en tirer. Parce qu'il n'y a pas que les 113 jours de traversée de l'Atlantique, il y a également les 65 jours, 70, je ne sais plus, où vous avez véritablement vécu sans vivre, c'est-à-dire tenter la grande expérience de ceux qui sont abandonnés quelque part dans la mer et qui doivent s'en sortir. D'ailleurs, je suis surpris, et tous ceux qui nous écoutent doivent l'avoir compris, l'avoir remarqué, lorsqu'on voyage et qu'on regarde la mer, on s'aperçoit qu'elle est vide, cette mer, aujourd'hui encore. Oui. Elle est vide à l'intérieur. Hein. Elle est vide. Je ne parle pas des plages. Hein. Mais il y a des points de convergence. Et puisque nous parlions de la situation actuelle, le grand problème, ce sont les points de convergence. Vous savez, comme moi, vous allez naviguer pendant des jours et des jours sans voir un seul bateau. Vous l'avez vu, vous avez traversé l'Atlantique dans d'autres conditions que moi, mais vous avez vu qu'il n'y a personne sur l'Atlantique. Et quand on rencontre un bateau, d'une part, c'est un événement, et d'autre part, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on risque de lui rentrer dedans. Non seulement ils sont rares, mais quand on les rencontre, on manque de faire des collisions. Mais il y a des points de convergence, et je pense particulièrement à la Bretagne. Regardez ce point de convergence extraordinaire, et qui pose un problème à l'heure actuelle. Que faire de la Bretagne, ce point avancé de l'Eurasie, sur lequel se donnent rendez-vous tous les navires transportant des matériaux dangereux. Alors, vous pêchiez Alors, je pêchais. Le problème a été de pêcher le premier poisson jusqu'aux îles Canaries. J'ai pêché avec des lignes de pêche. Mais alors, automatiquement, les gens m'auraient dit, mais si on n'a pas de ligne de pêche, comment ferons-nous? Alors, après les Canaries, j'ai pêché le premier poisson avec un couteau fixé sur mon aviron, qui m'a servi de harpon. Et puis après ça, je me suis servi des arêtes que les poissons possèdent derrière lui, une arête en forme de croissant de lune, dont je me suis servi, attaché à un bout de ficelle. On pêche très facilement. Vous savez qu'en haute mer, le poisson est très sous-alimenté, il se précipite sur n'importe quoi. Alors depuis, on m'a dit, mais si vous n'aviez pas eu ce couteau au départ, et vous savez que j'ai eu un problème un jour, un équipage d'aviateurs d'Afrique du Sud est tombé sur un radeau pneumatique, et on les a retrouvés morts, ils étaient 6, on a retrouvé 5 morts et un mourant 6 jours après. Et on était étonnés parce qu'ils avaient des vivres à bord, mais ils n'avaient pas d'ouvre-boîte. Et ils n'avaient rien pour ouvrir ces boîtes qui les auraient nourris et abreuvés. Et ces hommes sont morts de désespoir devant ces vivres qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Alors on m'a dit, mais si vous aviez été comme eux, eh bien j'ai appris depuis à pêcher. La montre que je vous montre, et dont je vous montre pas la marque, a été depuis 5 fois dans l'estomac d'un poisson. Ça fait un leurre parfaitement... Alors en haute mer, on pêche très facilement. Et une fois que vous êtes quoi pêcher, vous avez pêché, vous êtes quoi boire et manger. Le jus de poisson, j'ai été 23 jours au jus de poisson, et puis ensuite le poisson cru et le plancton qui empêchait la vitamine C. Et puis après ça, j'ai eu de la pluie et j'ai bu de l'eau de pluie jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, Alain Brobard, vous ne vous arrêtez pas, et je me demande si vous pouvez dire encore, comme vous le disiez il n'y a pas si longtemps, que depuis 1 siècle et demi, nous détruisons nos chances de survie. Et que vraiment, si on n'y fait pas très attention quand même si vous n'êtes pas pessimiste comme autrefois, vous êtes quand même inquiet. Oui, il faut encore se battre, en ce sens que de plus en plus maintenant, les hommes sont conscients de ce que me disait Jean Rostand. Il me disait, nous devons bien nous mettre dans la tête que nous sommes gestionnaires du monde et non pas les propriétaires, et que nous avons été des mauvais terricoles. Alors à l'heure actuelle, la pollution existe. Quand j'en parlais il y a 20 ans, on me prenait pour un illuminé. Et combien de fois vous avez entendu dire, mais la pollution c'est une mode et ça passera. Oui. Or c'est pas vrai, c'est une accumulation et c'est un problème parce que c'est une accumulation. Et c'est peut-être aussi une vengeance de la nature. Je me demande. Oh, mais c'est une chose très importante que vous avez dit là. Vous n'oubliez pas que des gens comme Victor Hugo et des gens comme Jules Verne ont dit que l'homme avait remporté une victoire contre la nature. Et ça a été une des plus grandes énormités qu'on ait dit. Et Dieu sait que j'admire Victor Hugo et Jules Verne, parce que l'homme faisant partie de la nature, dire victoire sur la nature, c'est dire victoire contre nous. Et nous le payons maintenant. Et vous avez exactement mis le doigt sur le problème. L'homme, croyant vaincre la nature, s'est vaincu lui-même. Et à l'heure actuelle, nous risquons de le payer dans 2 milieux dont nous n'avions jamais pensé qu'ils risquaient de nous manquer. L'oxygène de l'air, donc l'air pur, et l'eau pure. Tout le monde pensait que les sources d'énergie risquaient un jour de manquer. Lisez Jules Verne, vous verrez la peur qu'il avait du manque du charbon. Lisez Les Indes noires. Mais le risquer de manquer d'air respirable et d'eau pure, jamais personne n'y avait pensé. Et c'est ça qui nous menace à l'heure actuelle beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Alors, les hommes sont de plus en plus conscients de cela maintenant. Et quand vous entendez parler de stations d'épuration des eaux, quand vous entendez parler de purification le long des fleuves, quand vous voyez une installation industrielle comme qui dès le départ se préoccupe de sa purification, vous apercevez que déjà on arrête la pollution. Mais le problème, c'est de détruire, plutôt de reconstruire ce qui a été détruit, de détruire la pollution antérieure. Et puis il faudrait quand même que nous manifestions une certaine humilité, car la terre et la vie peuvent continuer sans nous. Ça, c'est aussi une chose très importante, parce que l'homme est le seul animal à pouvoir détruire la vie sur la terre. Complètement non.
Il restera des cellules, il restera même des hommes. Il en resterait quelques-uns en Nouvelle-Guinée ou quelque chose comme ça. Mais l'homme, avec l'énergie nucléaire, en effet, peut détruire toute une partie de la vie. Il peut se détruire, en tout cas, lui-même. Mais il est certain que sans l'homme, la vie continuerait, reprendrait et prendrait une forme différente. Mais enfin, personnellement, je trouve que l'espèce humaine vaut la peine d'être sauvée. Et que, je crois qu'on ne serait pas chrétien d'ailleurs, si on ne pensait pas que l'espèce humaine vaut la peine d'être sauvée. C'est peut-être un des grands messages du Christ. Et je pense que l'espèce humaine doit se sauver par elle-même, exactement comme elle peut se perdre par elle-même, elle peut le sauver, elle doit se sauver par elle-même. Vous avez gardé des séquelles de cette aventure qui a maintenant 28 ans. Oui, un problème, c'est le problème de sommeil. Je m'endors. Vous ne dormez plus? Je dors bien quand je m'endors, mais j'ai un problème d'endormissement. Il me faut 3 ou 4 heures de lit pour m'endormir, ce qui évidemment me donne un rythme nictéméral assez difficile. Alors il y a également une chose qui peut choquer, en tout cas qui peut frapper beaucoup de ceux qui se promènent et qui vont le long des côtes, partout dans le monde d'ailleurs, c'est le nombre des bateaux, je dirais presque qui encombrent les ports. Et on m'a fait cette réflexion puisque j'étais à Athènes hier, on m'a dit que dans le monde, c'est un calcul total, que dans le monde, tous les bateaux ancrés dans tous les ports du monde ne sortent que 5 minutes par an. C'est ça, en prenant la moyenne de tous les bateaux qui existent dans le monde. C'est vrai. C'est vrai. Quand vous prenez les bateaux de plaisance de Méditerranée française, la moyenne de sortie des bateaux de plaisance de Méditerranée française entre la frontière espagnole et la frontière italienne est de 3 jours par an. Alors prenez tous les pétroliers immobilisés dans les fjords norvégiens qui n'en sortent jamais, prenez toutes les vieilles ruines qui se trouvent vous êtes allé à Athènes, bon, vous avez vu l'arrière-port du Pirée dans lequel il y a tous les liberty ships de la guerre de 39-45. Ces bateaux ne sortent jamais. Alors on arrive en prenant tous ces bateaux en effet à quelques minutes par jour et on arrive finalement à encombrer la mer par des engins qui ne sortent jamais et qui la polluent gravement. C'est ce que vous appelez les bateaux poubelles? C'est les bateaux ventouses. On appelle les bateaux Avant poubelles, vous disiez poubelles, vous avez changé un peu de vocabulaire. Non, il y a deux choses. Vous avez les bateaux ventouses qui sont les bateaux qui ne sortent jamais et les bateaux poubelles parce que les gens qui les habitent rejettent leurs déchets directement à la mer. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps des pollueurs. S'ils n'étaient que des bateaux ventouses, ce serait pas très grave. Les bateaux inhabités, je pense par exemple aux pétroliers qui sont dans les fjords norvégiens, c'est des bateaux ventouses. Mais les bateaux poubelles, ce sont les bateaux de gens qui viennent y passer leurs vacances, qui ne mettent jamais le nez dehors, et puis qui se servent de leur WC dans le port, qui jettent toutes leurs ordures par-dessus bord, et qui sont véritablement des poubelles, puisqu'ils jettent directement à la mer. Mais Alain Bombard, vous ne pourriez pas vous passer de la mer. C'est-à-dire, chacun de vos livres est consacré à la mer, chacune de vos paroles est véritablement une vague. Je crois que c'est une seconde nature. Je crois, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez montagnard, et je pense que vous ne pourriez pas vous passer de la montagne. Je pense que nous avons tous en nous un milieu préférentiel. Probablement, c'est dans nos chromosomes. Et vraiment, le monde est vide quand on n'a pas ce milieu-là en face de soi. J'ai un fils qui habite Paris, et j'ai l'impression qu'il est consubstantiel à Paris. Il n'est pas heureux lorsqu'il habite hors de Paris. Je pense que Paris est son monde et qu'il y est heureux tel qu'il y vit. Moi, vraiment, sans la mer, je ne suis pas bien. Si je suis loin de la mer, en effet, je ne suis pas bien. Et pourtant, je ne suis pas d'origine maritime. Je suis né à Paris, de parents nés à Paris, de grands-parents nés à Paris. Et mes origines sont très lointainement bretonnes, mais beaucoup plus près, vosgiennes. Donc, c'est un chromosome apparu récemment. J'ai là devant moi le dernier enfant, La mer et l'homme, votre dernier bouquin, et vous écrivez « Les hommes comprennent mal la raison de la couleur chatoyante des êtres qui vivent dans les fonds marins. Oui, pourquoi la nature a-t-elle donné des couleurs et des parures aussi somptueuses à certains éléments de la faune marine ?» Et c'est vrai, c'est tellement beau, pour peu que l'on prenne un peu de distance avec le haut de la mer et que l'on descende, même à 50 cm sous l'eau. Oui, c'est un monde différent. À 50 cm sous l'eau, l'homme voit les couleurs. Ouais. Donc il comprend les couleurs parce qu'il les voit. Alors dès qu'il descend plus profond, il comprend plus parce que comme il ne voit pas les couleurs, s'il n'apporte pas avec lui sa source de lumière, il ne comprend pas que la perception des animaux de ces couleurs, c'est-à-dire de ce rayonnement, parce qu'on sait maintenant que la couleur c'est un rayonnement ondulatoire, que ces animaux doivent le percevoir tout à fait différemment de nos yeux. N'oublions pas que nos yeux ne sont pas faits pour descendre sous la mer et que par conséquent cette perception-là nous l'avons dans la mesure où on emporte notre lumière avec nous. Mais vous avez déjà vu des nudibranches, c'est-à-dire ces mollusques, ces limaces de mer qui ont des couleurs absolument extraordinaires. Et en effet, l'homme, dans son égoïsme, dit « mais à quoi ça sert ces couleurs puisque je les vois pas ?» Mais ces couleurs sont une attirance sexuelle certainement perceptible par les animaux de la même espèce à n'importe quelle profondeur. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas de raison de Mais vous pensez vraiment que la mer, c'est l'avenir ?
Alors moi je fais toujours des constructions un peu utopistes et complètement imbéciles. C'est-à-dire je me suis toujours demandé s'il n'y aurait pas demain une ville sous la mer. Mais attention, je ne parle pas du triangle des Bermudes, je ne parle pas de l'Atlantide, et vous en avez beaucoup parlé vous-même. Quoique on viendra au vaisseau fantôme quand même. Oui, ça c'est un grand problème, le vaisseau fantôme. Mais habiter sous la mer, on y viendra. On y viendra. Tout le problème, c'est de s'assurer du volontariat. Vous savez qu'il y a une des choses pour lesquelles je suis un petit peu en contradiction avec le commandant Cousteau, qui est un ami par ailleurs, c'est le problème de ces hommes qu'on peut transformer en animaux marins. Cousteau avait pensé que les hommes atteints de cancer du poumon pourraient se voir enlever les poumons, être munis d'une membrane branchiale et vivre complètement en être sous-marin. Mais c'est irréversible. Alors là, moi j'ai très peur, exactement comme j'ai peur des manipulations génétiques d'ailleurs, j'ai très peur qu'au début on fasse appel à des volontaires, et puis qu'un jour, comme on aura besoin d'ouvriers sous la mer, on prenne des hommes malgré eux en fonction de critères d'insociabilité par exemple. Alors j'ai extrêmement peur, ça c'est ma formation de médecin. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire de l'expérimentation humaine. Et on la fera à votre avis ? Je le crains. Je le crains, ça me fait très peur, parce que malheureusement, les fausses richesses sous-marines, qui sont des richesses terrestres que l'homme va chercher sous la mer, malgré les difficultés techniques que lui apporte la mer, sont d'une telle importance que les hommes vont avoir besoin d'ouvriers travaillant sous la mer, et déjà, les maisons sous la mer, déjà les descentes de plus en plus profondes, c'est qu'on a atteint 600 mètres théoriques en pression, 300 mètres pratiques dans la mer. Je crains que les expériences se fassent, et une fois ces expériences faites, eh bien, on fasse appel d'abord à du volontariat, et peut-être après, une dictature fera appel à autre chose que du volontariat. Vous pensez donc qu'il pourrait y avoir demain des hommes poissons ? Et on pourrait même peut-être dire que, quelque part, cet homme poisson a été inventé. Cet homme poisson peut exister. Je ne pense pas qu'il existe à l'heure actuelle, parce qu'il y a tout de même des grands problèmes de durée du travail et d'efficacité du travail. Seulement, on sait maintenant que par respiration pulmonaire directe, le maximum a été atteint, c'est 600 mètres. Mais il y a une possibilité, en faisant une oxygénation extra-pulmonaire par une circulation extra-artérielle, comme on le fait quand on fait une opération à cœur ouvert. Mais en ayant une miniaturisation de l'appareil, on pourrait descendre au-delà de 600 mètres. Et je pense que des hommes travaillant au-delà de 600 mètres, c'est pour dans 20 ans. Alors vous écrivez « Mystère de la mer, mystère 1000 fois plus impénétrable que ceux des disparitions des navires ». Comment, pourquoi ces migrations ? Et vous ajoutez « Mystère des petites heures du matin où le plancton plonge, où naissent les enfants, où meurent les malades, petites heures du matin que craignent les médecins pour leurs grands blessés, leurs grands brûlés dont la biologie nous donnera un jour le secret. » Ça, vous savez que c'est une question que je me pose depuis mes études de médecine. Les enfants naissent aux petites heures du matin, les grands blessés meurent, le plancton monte à la surface. C'est l'heure des amours, il y a un phénomène des petites heures du matin qui est encore totalement inexpliqué et je crois même pas très exploré par la biologie actuellement, parce qu'il y a trop de facteurs pour qu'on s'y intéresse immédiatement. Il n'y a pas d'utilisation immédiate de ces petites heures du matin, mais je sais que quand j'étais interne à l'hôpital, que j'avais un grand brûlé, que j'avais un grand blessé, que j'avais un grand malade et qu'on avait franchi 6 ou 7 heures du matin, je commençais à respirer en me disant il va passer la journée. Et je sais que sur mon radeau, la seule chose difficile pour moi, c'était de me lever le matin, parce que se lever le matin, c'est accepter de souffrir une journée de plus. Et si j'étais mort, je pense que je serais mort entre 2 heures du matin et 6 heures. C'est à ce moment-là qu'on abandonne, que ces forces s'abandonnent. Alors il y a tout un domaine inexploré et passionnant pour les biologistes de l'avenir. Là je vois une foison de thèses de l'avenir sur les petites heures du matin. Mais il est remarquable aussi, et vous le notez, que les premiers animaux représentés par les hommes préhistoriques soient toujours au début des animaux terrestres. Enfin les mammouths, les bisons, les biches, les chevaux, les rennes. Et il n'y a pas de poissons. Alors on peut se poser des questions. L'homme était chasseur, on le sait, dès le départ. Mais était-il pêcheur ? Eh bien, le problème, c'est ou alors n'était-il pas curieux ? Il était pêcheur, mais dès le début, le poisson a eu une infériorité flagrante sur l'animal terrestre. D'abord, il saignait peu, et ensuite, il ne criait pas. Et ça a été un des malheurs du poisson, c'est de ne pas crier. Tous les chasseurs achèvent leur gibier.
Dans nos pays, on ne tue pas le poisson une fois sorti de l'eau. On le laisse agoniser épouvantablement en présence de l'air, en l'absence de l'eau. Allez dans les pays scandinaves, vous verrez que tous les jeunes pêcheurs, comme on apprend aux chasseurs à achever le gibier, achèvent le poisson une fois qu'ils l'ont sorti de l'eau. Et je crois que dans les populations de l'intérieur, le poisson, au fond, était considéré comme un animal secondaire. On n'avait jamais pensé, mais jusqu'à des temps très récents, que le poisson pouvait être intelligent. Il a fallu la chasse sous-marine, voir que le poisson apprenait parfaitement ce que c'était qu'un fusil sous-marin pour s'apercevoir que le poisson était intelligent. Jamais personne n'aurait attribué de l'intelligence à un poisson. Déjà, attribuer de l'intelligence à un chien du temps de La Fontaine, c'était déjà une preuve de courage. Vous savez, 50 ans avant, il serait passé devant l'Inquisition. Mais alors à un poisson, jamais personne ne l'aurait fait. Et puis il faudra peut-être s'interroger sur l'avenir des dauphins, mettons. On sait aujourd'hui ce que sont les dauphins, mais que seront-ils demain? Ça peut être tout à fait extraordinaire, non? C'est intéressant. Les dernières expériences faites par les Italiens sur les dauphins a été de leur apprendre le triangle rectangle. C'est-à-dire qu'ils ont appris ce que c'était qu'un angle droit et qu'une hypoténuse. Et actuellement, on est en train d'étudier une prothèse pour donner aux dauphins une main artificielle. Ils ont tous les tendons qu'il faut dans leur nageoire, mais ils ont le cerveau sans avoir la main. Il sera très intéressant de voir ce que les dauphins feront de leurs mains artificielles. Je pense que c'est pour nous une chose extrêmement intéressante, d'autant que le dauphin est un animal qui n'a jamais jusqu'à présent voulu être hostile à l'égard de l'homme. Il y a une fraternité du dauphin vers l'homme qui, hélas, ne se retrouve pas dans la direction de homme-dauphin. Alors vous avez choisi comme titre La mer et l'homme. Alors... C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditeur. Mais c'est un monde. Mais ça pourrait être une confrontation amicale, ou également on pourrait le considérer comme un face-à-face, deux ennemis. Eh bien c'est les deux. C'est les deux. Il y a une complicité entre l'homme et la mer, certaine, depuis le départ. Il y a eu cette espèce de mariage entre l'homme et la mer, cette espèce je ne sais pas si vous êtes déjà baigné nu, c'est une chose qui est absolument une espèce de communion avec la mer qui est étonnante. L'homme a essayé très vite de se cacher dans la mer en plongeant. Très vite, il a mis des bouts de bois sur la mer pour flotter dessus. Il y a eu, sans aucun doute, un mariage entre l'homme et la mer. L'homme nomade de bord de mer ne s'écartait pas du bord de la mer parce qu'il savait qu'il risquait la famine. En Afrique, terre de famine s'il en fut, jamais les nomades de bord de mer n'ont eu faim. Bord de mer ou bord du lac Tanganyika, ils n'ont jamais eu faim parce que c'est la source de nourriture. Alors, il y a sans aucun doute cette fraternité. Et puis alors, tout de même, c'est un élément effrayant. Je dis absolument, on me demande souvent si j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur tous les jours. Je ne crois pas aux hommes qui disent n'avoir jamais eu peur. C'est ou des menteurs ou des inconscients. Je défie qui que ce soit de connaître la mer et de n'en avoir point peur. La mer est quelque chose d'absolument effrayant et je pense que les hommes qui ont été témoins des tempêtes destructrices de la côte, transportant des pierres immenses, ont eu des terreurs épouvantables devant l'air. Puis ensuite, la mer, c'était l'immensité, on voyait l'horizon, puis au-delà de l'horizon, qu'est-ce qu'il y avait? Alors on a tout imaginé jusqu'à la cataracte. Et puis il y avait aussi, et il y a encore, je crois, la terreur ancestrale. C'est vrai que cette mer, elle peut dire, je vais prendre mon homme. Oui, et d'ailleurs, vous savez elle peut me détruire. Vous savez que, regardez la fréquence du noir chez les populations maritimes. Du jour où le mari part en mer, la femme est en deuil et elle ne porte de couleur que le jour où il revient. Il y a toujours cette possibilité que la mer ne rende pas l'homme qui y est parti. Et vous le dites là, et très précisément, pour l'homme, même le plus rationnel, la mer apparaît comme un personnage vivant, pensant, capable de détruire volontairement ou de protéger affectueusement. Donc la mer est une personnalité. J'ai eu cette sensation très nettement quand j'ai été confronté avec la mer, c'est que je vivais dans la mesure où elle me le permettait. Quand elle était généreuse, d'ailleurs, je vivais bien. Quand elle était avare, je vivais chichement. Mais par exemple, dans la tempête, j'ai eu cette sensation extrêmement puissante que doivent avoir les animaux qui n'ont pas été déformés par la civilisation, que si je pouvais, il fallait m'enfuir. Quand je sentais qu'une tempête arrivait, par exemple, je le sentais vraiment dans ma chair, profondément dans ma chair, alors que j'ai des amis qui, sur un bateau, voyant un coup de vent arriver, disaient « Chic, on va pouvoir faire de la voile », alors que moi, je sentais vraiment que c'était la catastrophe. Puis moi j'aime bien parler avec vous des vaisseaux fantômes, et ce que vous en aviez dit à la télévision m'avait passionné, parce qu'il y a toutes ces histoires qui entourent la mer. Il n'y a pas que le triangle des Bermudes, il n'y a pas que l'Atlantide. Et vous citez d'ailleurs dans votre dernier livre, La mer et l'homme, vous citez l'histoire récente, et je dois dire étonnante, de
de ce bateau, le Bakimo, alors, et qui navigue peut-être encore aujourd'hui. Racontez-moi. La dernière fois qu'on l'a vu, le Bakimo, c'était en 1956. Le Bakimo a dû, moi je me souviens pas par cœur des dates, mais le Bakimo est un bateau qui a dû disparaître aux alentours de 1931-32, dans les mers froides. Il a probablement été pris par... Alors le grand problème sur les vaisseaux fantômes, c'est que vous savez qu'il existe une vieille légende, c'est que quelqu'un qui monte à bord d'un bateau fantôme mourra dans l'année. Ouais. Et on a beau ne pas être superstitieux, on a un mal fou lorsqu'on rencontre un bateau qui erre sur la mer à faire monter des marins qui sont tout de même restés superstitieux. Alors le Bakimo a disparu donc en 31. Il a été revu plusieurs fois avant la Deuxième Guerre mondiale. On est même monté à bord, je crois que c'était en 1945 ou 46. On est même monté à bord. Il avait été complètement pillé par des Esquimaux qui eux n'ont pas cette superstition et qui l'avaient complètement vidé. Mais enfin le bateau était apparemment en très bon état. Il avait sûrement été pris par les glaces, puis relâché par les glaces. Et la dernière fois qu'on l'a vu et qu'on a pu le photographier, on a photographié le nom du bateau derrière. C'était en 1956. C'était un navire américain et l'équipage de ce navire américain a refusé de monter à bord et le Bakimo semblait encore en bon état et dérivait dans les mers du Nord. Alors, très précisément, vous, dans votre tête, vous pensez quoi? Bien, il y a toujours... Il y a le fantasme, il y a le fantasme, sûrement, qui permet... Le romantisme. Il y a le romantisme, il y a le fait qu'on ne remorque pas ces bateaux. Vous savez qu'on a des histoires de bateaux remorqués qui ont disparu à la remorque, laissant le mystère derrière eux. Alors, il y a le problème de savoir comment leur équipage a disparu. Alors il a pu disparaître soit par une épidémie. Alors ça c'est vu des gens qui... Alors on a retrouvé en général des livres de bord qui racontaient que les uns après les autres, les hommes étaient morts et là en général on a su de quelle maladie ils étaient morts. Mais il y a eu des cas beaucoup plus extraordinaires. Je cite le cas d'un navire, je crois que c'est le Marlborough, où on a retrouvé des squelettes partout, y compris une femme morte, demi-accoudée sur sa couchette, et devant elle le squelette d'un homme tenu encore debout par la raideur de ses vêtements et tenant à la main 2 silex avec lesquels il semblait essayer de faire du feu. Alors là, vraiment, on en est réduit aux hypothèses. Comment ces gens ont-ils été tués d'un seul coup? Vraiment, on n'en a absolument aucune idée. Je raconte l'histoire de ce bateau dans le détroit de Malacca, où le radiotélégraphiste a pu dire « Tout le monde est en train de mourir, je ne sais pas ce qui se passe ». Enfin, il était encore en train de taper à la radio quand on a lancé les secours. Et il a dit une dernière fois, je meurs, on retrouve le bateau 2 heures après, et tout le monde était mort à bord. On remorque le bateau dans un port, on se demande de quoi ils sont morts, on n'a pas de quoi faire l'autopsie, on décide de remorquer le bateau jusqu'à Singapour, et en cours de route, le bateau explose. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Non, la mer est encore pleine de mystères. Et une chose est vraie, il y a encore des corsaires. Alors, ça c'est vrai, chose plus grave que des corsaires, il y a de plus en plus de pirates, malheureusement. Et les boat people en sont les victimes tous les jours à l'heure actuelle. Les bateaux pirates, et dans un archipel où il y a toujours eu des pirates sans arrêt, en Malaisie, il y a des pirates. J'ai des amis qui font actuellement le tour du monde à la voile et qui ont échappé de justesse à un bateau pirate en face du détroit de Malacca. Alors vous dites une chose qui aurait dû inspirer notre ami Réguidel. Vous dites, je continuerai à ne pas prendre le départ un vendredi et à ne pas tuer d'albatros. Et Réguidel a pris le départ un vendredi. Il n'aurait pas dû. Nous en avons parlé d'ailleurs la dernière fois. Ça le regarde. Moi, je sais que je passerai un vendredi en mer sans problème, mais j'hésiterai à partir un vendredi. D'ailleurs, souvent, j'ai eu des équipages qui refusaient de partir un vendredi, mais qui nous disaient, attends donc minuit 5, à minuit 5, on sera samedi, et à ce moment-là, on pourra partir. Et je crois qu'il y a des superstitions. Et pourquoi l'albatros? L'albatros, je pense que c'est le symbole tout de même de l'animal qui traverse. De l'animal qui traverse, qui fait des immenses traversées, et que interrompre cette traversée par la violence, c'est vraiment le crime gratuit. D'autant qu'avec un albatros, on ne peut rien faire, on ne peut ni le manger, ni le naturaliser. C'est vraiment le crime gratuit. Et je crois que dans le respect de l'albatros, il y a tout le respect du marin en face de celui qui affronte. L'albatros, c'est l'animal qui affronte. Et je crois que tuer un animal qui affronte, c'est un crime de lèse-majesté. Je pense qu'il y a plusieurs Alain Bombard. Il y a bien évidemment le médecin, disons le scientifique, parce que vous êtes aussi biologiste. Il y a l'aventurier, et prenez-le dans le bon sens du terme. Vous avez été aventurier, je le disais tout à l'heure. Je vous disais que vous étiez un peu fou aussi, mais enfin vous m'avez dit non, je ne suis pas fou. Bon, il y a le musicien, et puis il y a le conteur. Et moi je m'amuse beaucoup d'une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, c'est votre fille qui, vous voyant monter un jour sur une estrade... C'est-à-dire elle était très très intriguée, parce que j'étais rarement à la maison, parce que je faisais des conférences. Alors elle demandait,
demandé, enfin des conférences, qu'est-ce que c'est? Et alors elle avait 6 ans, et on l'a emmenée à une conférence scolaire. Et alors elle était là, vous la connaissez pas, mais elle a de grands yeux noirs, elle les a gardés d'ailleurs, et elle regardait autour d'elle, et le lendemain, son frère, qui avait 1 an de moins qu'elle, qui avait 5 ans, lui dit alors qu'est-ce que c'est qu'une conférence? Et elle a répondu mot à mot, oh, tu sais, papa monte sur la scène, et les petites filles font bravo, puis après ça c'est comme à la maison, ils parlent sans arrêt. C'est vrai. C'est authentique. Donc c'est presque une vocation au conteur, c'est-à-dire raconter ce que l'on aime, raconter ce que l'on a vu, et l'offrir aux autres. Ben, je crois que, au fond, on est conteur comme on est peintre. J'ai une aphasie graphique totale. Je suis incapable de faire le moindre dessin. Et je pense que quand je me suis imprégné de l'histoire d'un homme, je suis passionné par la vie des hommes. L'histoire est une chose qui me passionne. Je trouve qu'il n'y a pas de roman qui atteigne l'histoire. Et d'ailleurs, en général, les situations qu'ont vécues les hommes, pas un romancier n'oserait l'inventer. Et quand je tombe sur des hommes qui ont eu une vie absolument extraordinaire, absolument sortant totalement des sentiers battus, je m'imprègne de la vie de cet homme. Et alors ensuite, je dois dire que je le ressors comme si j'avais vécu l'aventure moi-même. Je peux dire que j'ai vécu l'aventure de Vasco de Gama comme j'ai vécu l'aventure des frères Pinzon ou l'aventure d'Alexander Selkirk. Je me sens extrêmement fraternel avec Alexander Selkirk, le modèle de... Très Robinson Crusoe. Oui, mais bien mieux. Vous connaissez l'histoire de Selkirk quand il a lu Robinson Crusoe, car Daniel Defoe est venu le voir. Les mémoires de Selkirk avaient eu un succès extraordinaire. Et Daniel Defoe... Il était resté combien de temps? 4 ans? Il est resté 3 ans et demi. Près de 4 ans, en effet. Et tout seul, mais volontaire au départ, et puis ensuite... il n'avait pas pu faire autrement. Et quand Daniel Defoe est venu le voir, Daniel Defoe a fait Robinson Crusoe, où tous les détails géographiques sont empruntés à Selkirk. Mais alors, Selkirk a été indigné que lorsque Robinson rencontre un homme, il met tout de suite les rapports entre dominant et dominé. I'm the master, you are the servant. Je suis le maître, tu es l'esclave. Et il a dit, mais enfin, quand on lui a dit, faites un procès à Daniel Defoe, il a répondu, mais non, je veux pas qu'on puisse rapprocher cette aventure épouvantable et inhumaine de la mienne. Si j'avais eu la chance d'avoir un compagnon de quelque couleur qu'il soit... Vous êtes vendredi. Vendredi, ça aurait été pour moi une telle bénédiction de Dieu que jamais je n'aurais établi des rapports sur ce pied-là. Avouez, Alain Bombard, que vous êtes donné vraiment tous les bonheurs, parce que vous avez fait ce que je dis entre guillemets les folies, vous avez en plus été le scientifique que l'on sait, vous avez écrit et vous êtes musicien. Et peut-être là, y a-t-il quand même une carrière un peu manquée? Ah, une carrière tout à fait manquée. Le violoncelliste Bombard n'est pas allé jusqu'au bout des Champs-Élysées du théâtre. Non, mais pas seulement ça. D'abord, j'ai bien joué du violoncelle. Il fut un temps où je jouais convenablement le concerto de Lalo et mal le concerto de Schumann. Je ne sais pas si vous les connaissez l'un et l'autre, mais enfin, je jouais convenablement du violoncelle. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais écrire de la musique. Et j'ai été élève de 2 personnages, un Français trop peu connu, dont on a joué hier d'ailleurs à la télévision une œuvre, qui est Charles Quéclin, et puis d'un autre Français, car il était français à l'époque, bien que d'origine russe et mort américain, c'était Igor Stravinsky. Et je voulais être compositeur, je voulais écrire de la musique. Et puis Stravinsky, un jour, après 2 ans, m'a dit « Ce que t'écris, c'est pas de toi, fais autre chose ». Et ça a été certainement, c'est vraiment le grand acte manqué de ma vie, sans aucun doute. Alors, est-ce que j'aurais été un bon musicien? En tout cas, nous nous retrouverons souvent encore pour faire de la musique ensemble. J'espère que... Parce que j'ai une petite idée pour vous. Vous vous rappelez lorsque vous avez fait jouer pour Claude Manseron? Oui, je me souviens, vous avez fait une trouille ce jour-là. Oh, non, enfin, c'est bon, ça. J'avais pas travaillé depuis je sais pas combien de temps. Ce n'est pas pire que l'Atlantique, non? Je tremblais, oui, mais enfin, c'est très différent. C'est beaucoup moins dangereux que l'Atlantique, tout de même, beaucoup moins dangereux. Un coup de téléphone, là, un sous-marin français, dit un auditeur, un sous-marin français a disparu corps et biens au large de Toulon, voici quelques années. Qu'en pensez-vous? Bah, vous savez, là aussi, il n'y a pas que cet exemple-là. Il n'y a pas eu que la Minerve, il y a eu l'Eurydice aussi devant Toulon. Je pense que, d'abord, ce coin-là est horriblement dangereux. Vous savez qu'à quelques milles de la côte française, il y a une fosse immédiate devant Toulon qui descend à 1500 mètres de fond. Si le monsieur qui me téléphone connaît le Cap Sissier, à environ 3000 au large, ou la dame qui me téléphone, à environ 3000 au large du Cap Sissier, là où a disparu la Minerve, il y a 1500 mètres de fond. Alors Cousteau a essayé de le repérer par des échosondeurs, mais il y a aussi toutes les épaves de toutes les cibles que la marine a coulées pour s'entraîner devant Toulon. Si bien qu'il est extrêmement difficile, au milieu de tous ces échos métalliques, de retrouver. Alors pourquoi la Minerve a-t-elle coulé? Eh bien, elle a coulé, à mon avis, à la suite d'une erreur
qui est commise dans toutes les marines du monde. Les sous-marins, vous savez, ont un double rôle. D'une part, ils ont un rôle d'attaquant, mais ils ont aussi un rôle, s'ils sont coulés, c'est qu'on ne sache pas qu'ils sont coulés, et qu'on ait peur d'eux même lorsqu'ils ne sont plus là. Il faut donc qu'en coulant, ils disparaissent sans que personne ne le sache. Ils n'ont donc aucun signal pour monter à la surface, signaler en temps de guerre qu'ils ont coulé, mais en temps de paix. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas la possibilité de lâcher quelque chose qui monterait en surface et qui signalerait leur présence. Quitte, lorsqu'ils apprennent qu'ils sont en état de guerre, à détruire cet organe d'information. Et là, je crois qu'il y a une erreur dans toutes les marines du monde, mais je pense que c'est une erreur. En temps de paix, il ne faut pas courir les risques de guerre. Alors là, j'en viens à un sujet grave. Vous avez 55 ans. Oui, je ne sais pas si c'est grave parce que c'est irrémédiable. Vous trouvez à la lisière de l'automne ou bien vous êtes encore capable de repartir sur d'autres grandes routes? Je ne peux pas vous le dire. Je vous dis, si je recommençais... D'abord, je n'ai Ça n'est pas le temps du repli. Sûrement pas le temps du repli. Alors là, je crois qu'à mon âge, on a un rôle énorme à jouer. Et ça, ce sont mes collaborateurs du laboratoire qui me le disent. On peut servir de locomotive. Ou bien, on suit le principe de Péter, on arrive à son niveau d'incompétence et on empêche les autres de progresser. Ou bien alors, ayant acquis une certaine notoriété, et vous savez, cette notoriété, j'en remercie l'homme de la rue, c'est à lui que je la dois, parce que il a vu dans mon propos une certaine constance depuis le début, ce qui m'a donné une certaine audience. Et bien avec cette audience, je peux ouvrir la voie à des jeunes gens qui sont, ils travaillent avec moi dans le même laboratoire, parce que je reçois beaucoup de lettres de jeunes qui me demandent de leur ouvrir la voie. Ils peuvent entrer dans une carrière, aller à des congrès internationaux, rencontrer des gens qui font le même métier qu'eux, ce qu'ils ne pourraient peut-être pas faire si je leur ouvrais pas la porte. Alors là, je crois qu'on a un rôle énorme à jouer vis-à-vis des jeunes qui veulent suivre la même carrière. Je dis tout de suite que je serais probablement plus capable de tenter, même physiquement, de tenter une aventure comme celle que j'ai vécue, mais que si je voyais quelqu'un avoir une belle idée pour tenter une belle aventure, je l'aiderais certainement à le faire. Et puis, Alain Bombard, ce n'est pas parce qu'on est glorieux qu'on peut réussir dans la politique. C'est un échec pour vous, la politique. Ben non, j'ai été élu conseiller général, mais ceci dit, vous avez raison. Non, c'est un échec. Ça fait plaisir à ma femme d'entendre ce que vous dites là. Oui, parce que vous avez vu ce qu'était le monde de la politique. C'est une erreur que j'ai commise, mais ceci dit, je regrette pas de l'avoir commise. C'est une expérience que j'ai faite. Et ceci dit, je suis pas un animal politique, c'est certain. Mais je crois que tout le monde a le droit, ça c'est le grand avantage des États démocratiques, c'est de pouvoir dire son opinion. Et j'ai une opinion qui est vraiment très profonde et très ancrée en moi. Et je pense que j'ai le droit et peut-être le devoir de l'exprimer. Je pense que le livre que j'ai écrit est un livre socialiste et veut l'être. Vous êtes socialiste? Je suis socialiste, vraiment profondément. Et vous savez que c'est une vieille histoire de famille. Ma mère était au congrès de Tours, ce congrès de Tours dont on a parlé récemment dans un dossier de l'écran, et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit Jospin. Et je dois dire que j'ai relu un bouquin de la collection Archives sur le congrès de Tours, et vraiment ce discours de Léon Blum au congrès de Tours est un chef-d'œuvre. Quelle vision extraordinaire de ce que risque de devenir le Parti communiste, et quelle vision extraordinaire de la différenciation entre les socialistes et les communistes. Je crois que ce jour-là, Léon Blum avait vu extrêmement clair, beaucoup plus clair que nous à certains moments maintenant. Mais vous vous lancerez dans le combat politique demain? Non, je ne pense pas. Il faut s'attendre à tout avec Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, je l'ai fait dans le, si vous voulez, à l'échelon local. Je pense que j'avais à le faire. Et vous savez, c'est extrêmement intéressant, l'administration départementale. J'ai été très surpris de voir le sérieux avec lequel ces administrateurs départementaux font ce travail. Et c'est un travail intéressant, et puis en plus d'un contact avec le public qui est très passionnant. Ça vous prend beaucoup de temps, mais c'est tout de même très passionnant. C'est au fond une espèce de consultation. Il faut également remarquer, Alain Bombard, qu'à certains moments, vous avez cédé au désespoir et que parfois vous avez été touché. 2 fois. 2 fois. Les 2 fois où j'ai cessé de pouvoir rire de moi-même. La première fois, c'était en mer sur mon radeau, et j'ai vraiment cru que je n'en pouvais plus physiquement, et je me suis abandonné, et j'ai failli en mourir. Parce qu'il suffisait de m'endormir, de me rendormir chaque fois que je me serais réveillé, et je serais mort. Et heureusement, ayant fermé mes yeux pour mourir, je me suis rendu compte de l'effet que produirait un radeau arrivant de l'autre côté, car j'étais sûr qu'il arriverait, avec un mort à bord, et à côté de ce mort, écrit par ce mort avant sa mort, des conseils pour ne pas mourir. Et je me suis rendu compte que j'aurais contribué à tuer des gens sur les canaux de sauvetage qui m'a sauvé la vie. La deuxième fois, c'est quand j'ai cru vraiment que chaque peine d'argent était peine mortelle, que je me suis vu totalement ruiné, et j'ai cru vraiment que j'étais au milieu de ce nœud gordien, le bâton qu'il fallait enlever, et que ce nœud se dénouerait lui-même. Je pense que j'ai cessé de rire, de me prendre
je me suis pris au sérieux à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai failli en mourir. C'est vraiment les 2 fois où j'ai failli Mais mourir. on a pu dire aussi que des hommes sont morts pour vous à un certain moment. On ne va pas revenir sur ce moment. L'affaire d'Ethel, non, des hommes ne sont pas morts pour moi, des hommes sont morts pendant que moi je ne mourrais pas, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'on ne fait malheureusement pas faire de progrès à la cause du sauvetage sans risquer sa vie. Le tort que j'ai eu à ce moment-là, c'est de ne pas la risquer seul. Jusqu'à présent, je l'avais risqué seul, et là je l'ai risqué à plusieurs, et des hommes sont morts. Mais ceci dit, Jacques Chancel, je suis content que ces hommes ne soient pas morts en vain, car on a appris ce jour-là que lorsqu'on était pris dans une mer déferlante près de la côte, il fallait remplir son radeau d'eau à ras-bord pour qu'il ait la même densité que la mer et le dégonfler en partie pour qu'il ne se dégonfle pas sur les rochers. Et si mes amis sont morts ce jour-là, et j'ai eu un très bon ami qui s'appelait Beauvais, qui était le directeur commercial de la maison qui fabriquait ces radeaux, et quand un homme croit assez à son parachute pour sauter avec son parachute sur le dos, croyez-moi, on ne doit pas lui jeter la pierre, eh bien, des amis sont morts ce jour-là, et ils sont morts pour que d'autres vivent. Et je pense que d'autres ont vécu à cause de cette expérience qui a entraîné la mort d'hommes, hélas. Et c'est Herzog qui me l'a dit un jour. Il m'a dit, quand on va jusqu'à la limite, comme tu l'as fait, on court des risques et les gens qui sont avec toi courent des risques aussi. Et je pense que si des hommes étaient morts sur l'Annapurna, c'est Herzog qu'on en aurait débité. Il a eu la chance que personne ne meure. Mais à la vérité, Alain Bombard, vous n'avez jamais été seul parce qu'il y a toujours eu près de vous l'amitié et la foi. L'amitié, la foi et l'amour, vous savez que j'ai eu ma femme, a été extraordinaire. Alors il y a un peu d'égoïsme, parce que lorsqu'on part comme ça au bout du monde et qu'on abandonne tous les siens... Je ne l'ai pas abandonné du tout. 30 chances de mourir, 70 de vivre. Il est quand même... Mon professeur de parasitologie est parti soigner la bilharziose, il est mort de la bilharziose. Vous n'allez pas dire que c'est égoïste par rapport à sa femme que d'être mort de la bilharziose. Quand même. Non, je ne pense pas. Je pense que quand vous avez vous mettez en balance le bonheur de votre famille et la vie de 200 000 hommes, c'était 200 000 hommes les naufragés. Alors je crois que, je vous disais tout à l'heure, que les réalisations des hommes... J'ai dit l'amitié, la foi, vous avez ajouté l'amour, c'est bien. J'ai ajouté l'amour. Alors, il y a cette nature dont vous parlez et que vous réinventez, et on voit bien qu'il y a et la mer et qu'il y a l'homme, mais quand même cette nature a changé de visage et... Je dois dire, et nous devons dire que de nouvelles fumées la balafrent dangereusement et chaque jour davantage. Vous pensez qu'elle pourra retrouver un jour une beauté? Oui, alors c'est là où je suis beaucoup plus optimiste que la dernière fois où j'étais en face de vous. C'est que la vitesse de reconstitution de la nature, dès qu'on lui donne la liberté de se reconstituer, est quelque chose de stupéfiant. Nous l'avons vu à l'île des Ambiers. Vous savez que la saline de l'île des Ambiers avait été polluée volontairement par des gens qui ne voulaient pas de bien. C'était des Japonais qui étaient venus travailler avec nous et qui ne voulaient pas qu'on puisse continuer ce travail. Nous avons simplement arrêté cette pollution et un petit peu nettoyé, mais à la pelle et la pioche. Et en 6 mois à peine, toute la vie a reparu comme si cette pollution n'avait jamais existé. La puissance de reconstitution de la nature est une chose stupéfiante. Et finalement, contrairement à Cousteau, qui lui est très pessimiste, moi je crois que si nous nous engageons dans une voie où nous donnons sa chance à la nature, même pas si on la reconstitue, mais on lui donne sa chance, on verra la nature devenir de nouveau explosive et généreuse. Je crois que là, il y a une virtualité de vie absolument extraordinaire. Et je suis beaucoup plus optimiste que je ne l'étais il y a une vingtaine d'années. Donc il y a une véritable nécessité, il est important que la nature puisse se venger et qu'elle réussisse. Ah oui, il faut absolument, surtout que l'homme se remarie avec cette nature et qu'il ne croit pas qu'il peut vivre sans elle. Je crois que ça vient. Ça vient de la part des enfants, des jeunes. Il y a une volonté de retour dans la nature qui est absolument extraordinaire. Alors Alain Bombard, si vous repartiez, je suis persuadé que vous êtes capable de repartir demain, y a-t-il une île, en dehors des Ambiers, que vous pourriez choisir? Oh, je pense que je choisirais... Les îles sont partout, même sur la Terre. Mais je pense que j'aurais tout de même besoin de musique. Je crois que je pourrais... Vous me disiez tout à l'heure dans une île déserte, oui, je mettrais une condition tout de même, c'est de la musique. Remarquez, de la musique à entendre ou à lire. J'ai la chance de lire la musique et de l'entendre quand je la lis. Mais je crois que ça serait tout de même cette condition. Si on me donnait à choisir entre vivre sur une île déserte, je dis oui. Mais il me faut emporter quelque chose. Le violoncelle. Le violoncelle, j'en joue trop mal. Mais... emporter de la musique, que ce soit de la musique en conserve ou de la musique écrite, mais emporter de la musique, car je peux pas vivre sans la mer, mais je crois que je pourrais pas vivre sans musique non plus. Mais il vous faudrait quelqu'un sur l'île quand même, au bout de quelque temps? Qui peut dire? Qui peut dire? On parlait de solitude tout à l'heure. Je n'ai pas senti ce besoin quand j'étais seul sur mon radeau. Est-ce que je le sentirais? Vous savez, je me méfie des gens qui sont trop sûrs d'eux. Quand quelqu'un me dit, si j'étais parti avec vous, je n'aurais sûrement pas abandonné, je me méfie. Quand quelqu'un me dit, moi, est-ce que je serais allé jusqu'au bout? Je me dis, celui-là, je peux avoir confiance. Vous savez, méfiez-vous de ceux qui disent, je n'aurais jamais parlé sous la torture. Jamais ceux qui ont été torturés n'oseraient le dire.
Merci Alain Bombard. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît aux éditions Fayard, La mer et l'homme. Puis je le souhaite à très bientôt. Merci. France Inter, 17h59. J'accueillis donc aujourd'hui Alain Bombard. Demain, notre rendez-vous. Demain, un comédien que j'estime être un grand comédien. On connaît bien son visage. Si je montrais sa photo tout de suite quelque part, s'il apparaissait sur l'écran de télévision, on dirait on connaît. Mais peut-être son nom est-il mal reçu par son visage. Il s'appelle Daniel Émile Forck. Et nous parlerons justement de cette mauvaise union parfois pour certains comédiens ou pour certains hommes politiques. À demain. Bonsoir.